Bonjour Marc Trévidic. Bonjour. Vous avez été longtemps juge antiterroriste, vous êtes aujourd'hui président de cour d'assises à Versailles et vous publiez un livre qui s'appelle Justice présumée coupable. On a un exemple où la justice a fait preuve d'une certaine sévérité, c'est Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. Une exécution finalement d'une mise sous mandat de dépôt provisoire, mais quand même avant l'appel. Oui, mais sévérité après combien d'années d'instruction? C'est de la rapidité à la fin, en bout de course, parce que ça a été très très long comme enquête. Fatalement, elle était très complexe, et puis il faut aussi reconnaître que certains justiciables ont les moyens de faire traîner les instructions. On fait des recours jusqu'à la Cour de cassation pour plein de raisons. Donc quand enfin c'est jugé, il y a peut-être le courant contraire qui est de dire, bon, maintenant que c'est jugé, on prend une décision radicale tout de suite. À la prison de la Santé, alors qu'il a fait appel. Ah oui, mais ça c'est un vrai problème de fond. C'est le mandat de dépôt à l'audience pour des gens qui ont des garanties de représentation, qui viendront de toute façon se présenter devant la Cour d'appel. C'est tout à fait contestable. Et d'ailleurs, ça peut être contesté par une demande de mise en liberté. Oui, vous dites quoi? Il va être libéré tout de suite? Il sera libéré. Il ne va pas faire 5 ans de prison. Il fait une demande de mise en liberté. Il y a 2 mois pour audiencer sa demande de mise en liberté à partir du moment où il sera incarcéré. Donc ça peut être au bout de 15 jours, 1 mois, maximum 2 mois en tout cas. Et après, il sera libre devant, sans doute, quand il sera jugé sur le fond, mais ça empêchera, la Cour d'appel peut lui remettre une peine de prison ferme, cette fois-ci, et qui devra exécuter. Hein, donc attention, pour l'instant, on n'est qu'au premier round. En fait. Mais la justice passionne. On voit en ce moment le jugement de l'affaire Jubilard. Une affaire comme ça, pourquoi ça fascine au fond? Le crime a toujours fasciné. Hein, je pense que quand on regarde toute l'histoire de l'humanité, je suis persuadé que dans les cavernes, quand l'homme de Cro-Magnon donnait un coup de massue à un autre, on voulait savoir qui c'était, quoi, exactement, qui avait commis le crime. Mais là, on peut condamner M. Jubilard alors qu'il n'y a pas de preuve absolue, alors qu'il n'y a pas de corps retrouvé. Mais c'est le système français de la liberté de la preuve. Au final, on demande aux jurés s'ils ont une intime conviction. Si les éléments présentés ont suffi à forger une intime conviction de culpabilité. La loi protège aussi, puisqu'il faut une majorité de 7 voix sur 9. Oui. Donc il y a 3 magistrats professionnels, 6 jurés. Il faut quand même que 7 personnes disent coupable au minimum. Donc ce n'est pas les 5 de la majorité absolue, c'est bien au-dessus. Mais là, Robert Badinter est au Panthéon maintenant. Ouais. Son combat contre la peine de mort, c'était aussi pour dire il peut y avoir une erreur. On ne peut pas condamner quelqu'un à mort, il peut y avoir une erreur. Donc la justice peut se tromper. La justice se trompe, c'est pas qu'elle peut, elle se trompe. Je suis président de cour d'assises, donc je dirais 1 fois sur 10, j'acquitte à peu près. C'est à peu près ce ratio. Ça veut dire qu'1 fois sur 10, quelqu'un est resté, a fait tout le processus jusqu'à la cour d'assises. Il a fait la détention provisoire bien souvent, puisque je juge des crimes, et on l'acquitte parce qu'on n'a pas assez d'éléments. Alors parfois c'est au bénéfice du doute, mais parfois c'est simplement parce que rien dans le dossier. Dans ce livre, vous dites, parfois j'ai incarcéré quelqu'un en sachant qu'il était innocent. Non mais ça, vous racontez ça. Souci. Oui, mais c'est quand même grave. Sachant que mon opinion n'était pas celle de la cour d'assises, attention. Moi, une fois que la décision, il y a eu les votes en délibéré, si c'était pas mon opinion personnelle, je vais quand même motiver la décision de la cour d'assises, je vais la porter, la lire à l'audience, ça peut ne pas être la mienne personnelle. Voilà, parce que c'est le principe aussi, c'est qu'on est plus intelligent soi-disant à plusieurs que tout seul. Donc je peux me tromper, et si la majorité dit le contraire de moi, c'est sans doute que je me trompe. Mais Marc Trévidic, dans ce livre, vous décrivez, vous êtes au cœur des problématiques de la société, évidemment, au tribunal de Versailles, des affreuses situations familiales, des viols d'enfants, des assassinats dans les familles, c'est horrible. Vous êtes au cœur de ça, vous sentez cette violence qui est là? Oui, alors tout ce que vous venez de décrire en plus montre justement le problème de la justice. La justice, c'est pas simplement dire que quelqu'un est coupable et le mettre en prison. C'est qu'est-ce qu'on fait des enfants? Comment on va assurer leur avenir? Ils vont être passés dans une famille d'accueil qui va bien les traiter aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus vaste. À partir d'un crime, d'une situation d'un enfant qui est maltraité chez lui, violé ou battu, il y a tout ce qui va être là. Est-ce qu'on va trouver un foyer, une famille d'accueil? Comment on va surveiller que ça se passe bien? Est-ce que le remède est pire que le mal? C'est une charge immense. C'est une responsabilité sociétale. Immense. La justice ne peut pas tout résoudre. Il y a d'abord des problèmes d'investissement financier. On sait que tout ce qui est l'enfance en danger, c'est les départements. Donc c'est les budgets des départements. Et il y a des départements plus riches que d'autres. Il y a des endroits où on a peu de moyens pour avoir des foyers de qualité, des familles d'accueil de qualité, pour s'occuper de l'enfance maltraitée. Oui. Alors, je le disais, vous avez bien sûr été juge antiterroriste. Vous avez été, j'allais presque dire, viré. 2 mois avant, le 13 novembre, on va commémorer l'anniversaire de ces terribles attaques terroristes du Bataclan. 2 mois avant, vous alertiez
sur le danger terroriste. Oui. Et vous êtes viré. Bah, j'arrive à mes 10 ans, Oui. c'est la loi qui m'oblige à partir. Virer, Vous saviez que quelque chose ça fait un peu allait preuve, arriver. je Vous dirais. étiez certain que quelque chose allait se passer. Mais c'était sûr. Non, mais là, on était débordés totalement. Il faut bien comprendre, là, on parlait d'argent et de justice. L'argent et les moyens sont arrivés à l'antiterrorisme après le 13 novembre 2015. C'est après que le parquet national antiterroriste a été créé, qu'il y a eu 26 magistrats. J'ai commencé en 2000, on était 4. C'est après qu'on a augmenté de 1000 personnes les effectifs de la DGSI. Donc il a fallu cette catastrophe des attentats de novembre Vous 2015. saviez, on savait qu'on était... Oui, qu'on allait avoir des attentats, Oui. puisque c'est assez facile. Quand vous avez un ennemi qui est très puissant et que vous ne contrôlez plus rien, c'est-à-dire que vous ne savez plus qui s'en va, qui revient, que vous êtes persuadé qu'il y a des gens qui nous veulent du mal, parce qu'il y a eu toute l'année 2015 des projets d'attentats en France, des gens arrêtés, le Thalys, des choses comme ça. Donc vous savez que ça va vous arriver, c'est clair. Ça vous attendiez à un attentat de masse. C'est pour ça que d'ailleurs j'avais prévenu. Vous avez prévenu dans le vide. J'ai prévu Le gouvernement qui vous a entendu. C'est-à-dire que parmi les gens qui ont entendu, pratiquement tous ceux qui connaissent la matière savaient que oui, ça allait arriver. Ne voyez pas pourquoi je prévenais que ça allait arriver. Oui. C'est Il toujours est un peu... agacié même peut-être en le disant. Bien sûr, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il prévient? Parce que moi, je trouve, c'est mon naturel, je trouve que il faut prévenir les gens de ce qui va leur arriver. Ils ont le droit aussi de prendre leurs précautions. Mais on a voulu vous faire taire, Marc Trévidic. C'est ça? Non, on a voulu me faire taire. On ne peut pas me faire taire, d'ailleurs, c'est très compliqué, entre parenthèses. Non, mais on m'a... En tout cas, on m'a toujours reproché d'aller dans les médias. Ma hiérarchie m'a fait venir plusieurs fois, me mettant en garde, etc. Je pense qu'il faut toujours, dans les problèmes de justice, parler aux gens et leur expliquer les choses. Parce que justement... Le manque de confiance dans la justice vient de l'ignorance de la justice. Qu'elle soit antiterroriste ou de droit commun, c'est toujours pareil. Donc il faut vraiment poser les choses et expliquer ça aux gens. Comme ça, au moins, ils comprennent et ils peuvent porter un jugement sur l'efficacité de la justice éclairée. Mais quand même, là, on se disait à chaque attentat, cette fois, ça y est, on va réparer les erreurs, on ne va plus recommettre, plus jamais ça. Et là, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Aujourd'hui, on va commémorer l'anniversaire du 13 novembre. Hein? Ah oui, tout à fait. Et puis c'est un sacré anniversaire, puisqu'on va être aux 10 ans, tout simplement. Je dirais qu'aujourd'hui, on s'est mis à la hauteur quand même. Vraiment, il y a eu de l'argent. Quand on voit maintenant la structure qui existe de lutte antiterroriste, elle est presque en période de calme, surdimensionnée, si vous voulez. Alors, il faut la garder surdimensionnée, parce que si on recommence à se dire on va baisser puisqu'il y a moins de menaces, quand ça remontera, on sera à nouveau démunis. Donc c'est un problème, c'est un investissement. Justice présumée coupable chez Albin Michel, l'ancien juge antiterroriste, nous raconte de l'intérieur l'effondrement du système. Donc c'est publié, je le disais, chez Albin Michel. Merci beaucoup Marc Trévidic d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup.